Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Régis de Castelnau, le retour. Bonjour Régis. Bonjour Valérie. Votre blog Vue du droit, vous êtes avocat, vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Plus que jamais essentiel à comprendre notre vie politique. Ergun Toparslan, bonjour, porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour. Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion de Valais. Bonjour à vous. Bonjour. L'accord avec les Insoumis et le PS serait mort pour François Hollande. On va en reparler avec vous. Dernier Conseil des ministres. Le PS serait mort. Oui, le PS, oui. Serait la mort. Serait la mort du PS. Oui, serait la mort. J'ai mélangé les mots dans ma phrase. Voilà, j'ai mélangé. Dernier Conseil des ministres, Emmanuel Macron veut un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Si vous avez le profil, appelez-nous. Et puis, les syndicats de police qui s'insurgent contre la mise en examen, du policier pour homicide volontaire. Évidemment, on ne connaît pas le dossier. Évidemment, c'est compliqué de commenter, sauf que ça pose un certain nombre de questions sur les délits de fuite, sur les refus d'obtempérer. On en parlera dans un instant. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud, c'est un coup de cœur pour un livre? Ah oui, c'est un coup de cœur pour un livre et pour un très jeune auteur qui a 25 ans, qui publie aux éditions du Cerf, les excellentes éditions du Cerf. Vous éditez voilà, j'en profite pour faire de la publicité un peu pour mon éditeur. Il sera content. Jean-Baptiste Galin, qui est un jeune historien et qui publie un livre qui s'intitule L'invention du en même temps. Alors l'invention du en même temps, évidemment, ça a une référence et un écho par rapport à Emmanuel Macron, ça chacun l'aura compris, mais surtout il retrace la figure d'un Premier ministre de la Restauration, jeune Premier ministre, un Gascon, sorte de Rastignac qui monte à Paris et qui a été Premier ministre de Louis XVIII de 1818 c'est ça, à 1820. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec Emmanuel Macron. Il commence plutôt chez les bonapartistes. Emmanuel Macron a commencé chez les socialistes. Il fait oublier son passé bonapartiste. Il rejoint, comme Emmanuel Macron a fait un peu oublier son passé au PS, enfin son passé chez Hollande, et il devient le favori, c'est le mot qu'on peut utiliser, de Louis XVIII. Il est nommé préfet de police, il devient ministre de la police, et il va devenir Premier ministre. Et il va devenir Premier ministre, et il va inventer ce que l'on appelait sous la Restauration la politique de la bascule. Alors la politique de la bascule, c'est l'équivalent finalement du en même temps, c'est-à-dire que la Restauration va élire une chambre qui est une chambre d'ultra, donc très à droite, qui veut en fait restaurer l'Ancien Régime, ce qui n'est pas l'intention en l'occurrence de Louis XVIII, qui a quand même compris un certain nombre d'erreurs du passé et qui mettra en place une charte constitutionnelle. Et donc Decazes va être quelqu'un qui va en permanence mener une politique d'équilibre qui vise à dépasser la droite et la gauche. Il reste au pouvoir pendant 3 ans, de 1818 à 1820. Il va partir. Il va être battu, il va être mis en minorité. Alors il faut se souvenir qu'à l'époque, le suffrage est censitaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est la façon d'abord dont c'est écrit. C'est très très bien écrit. C'est très très bien documenté. C'est un petit livre de 120 pages, donc ça se lit vraiment en 2 heures de manière extrêmement distrayante. Et je trouve que c'est vrai que on retrouve souvent dans l'histoire finalement des échos de ce que nous vivons. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cet ouvrage... ce ministre? Ah oui, alors j'ai oublié de dire l'essentiel. Élie Decazes. Voilà. Donc c'est aux éditions du Cerf. Jean-Baptiste Galin. G-A-2-L-E-N, l'invention du en même temps, 1818-1820. Voilà. Donc à lire, joli coup de cœur. Ergun Toparslan, vous, c'est un coup de cœur. J'aime bien ce tour de table parce que ça nous sort du nez collé qu'on peut avoir sur l'actualité. Oui, non, mais ça fait du bien. Oui, c'est un peu de l'actualité quand même. Oui, bien sûr. Non, mais dont on parle pas, de l'actualité dont on parle pas forcément dans les médias. Exactement, qui est un peu passé sous notre actualité nationale. C'est les élections présidentielles en Slovénie qui ont vu l'arrivée au pouvoir d'une façon assez éclatante d'un pro-européen convaincu, un candidat qui était pas de l'échiquier politique traditionnel, et surtout une défaite d'un proche de Viktor Orban et d'un populiste qui a eu une gouvernance qui était très dure, notamment vis-à-vis des médias et des attaques incessantes envers les représentants des différentes catégories de la société. Et le peuple slovène, un petit peuple de 2 millions d'habitants dans l'Union européenne, a fait le choix d'un candidat
candidat pro-européen et libéral. Sa thématique de campagne, c'était pour une société libre et juste, et on voit qu'aujourd'hui, l'avancée populiste qui a été attendue dans l'Union européenne a pris pas mal de recul, notamment lors de ces 2 derniers scrutins chez nous et donc en Slovénie. L'union populiste que souhaitait Viktor Orban est loin d'être atteinte. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Oui, non, ça méritait d'être signalé. Jérôme Ripoul, c'est un coup de gueule. Ouais, alors là, c'est plus d'actualité. Effectivement, ça nous ramène plus à nos. Oui, et Régis aussi. Régis, mon coup de gueule, c'est un peu une boutade. Là, mais enfin, je force le trait. Ne devrait-on pas interdire plus avant les sondages dans une élection comme une présidentielle ou une législative? Bon, alors je dis ça. On peut dire ça pose des questions. Alors pourquoi je pose la question? Parce que cette élection, et c'est pas Régis de Castelnau qui me démentira, je pense, elle s'est jouée à très très peu. C'est-à-dire quand on voit comment Mélenchon a fini par être 3e, a gagné, je crois, plus de 6 points par rapport à ce que les sondages lui donnaient. Et donc, la bascule qu'il y a pu y avoir, on peut se dire qu'il y a eu une forme de vote utile qui a peut-être été pas suscitée par les sondages. C'est-à-dire qu'en clair, là, l'effondrement d'Anne Hidalgo, qui datait bien de bien avant, pouvait donner des idées. Et s'il y avait eu une campagne un peu plus ouverte et un peu moins fermée, et que les deux sortants n'avaient pas été annoncés dès le début, peut-être que ça aurait rebattu les cartes. Donc, alors il y a des pays, je pense notamment l'Italie, où on interdit 15 jours avant les sondages. Ouais. C'est peut-être difficile aujourd'hui parce qu'il y a une porosité avec les réseaux sociaux, mais en clair, est-ce que les sondeurs pourraient avoir un petit peu de raison et donner les écarts dans leurs sondages? C'est-à-dire que quand on dit Marine Le Pen va finir à 22 ou Mélenchon est à 16, il finissait à 16, je crois, dans les sondages, 16, 17, voilà. Ouais. Il arrive à quasiment 22. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre je crois qu'il y a un sondage à 19, il me semble. Enfin, ça fait quand même 3 points d'écart. Donc, arriver à mettre des écarts, c'est-à-dire, par exemple, on aurait pu donner Mélenchon de 16 à 19 et Marine Le Pen de 22 à 19, plutôt que donner des sondages qui, en fait, influencent beaucoup. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que l'électeur, il est devenu volatile. Vous regardez votre entourage. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont changé leur vote dans les 5 heures qui précédaient l'élection. Oui, bien sûr. Donc, quand on sait que le dernier sondage date de la veille du scrutin, de l'avant-veille, pardon, ça pose des questions. On pourra y revenir tout de suite après le journal. Vous allez répondre, Régis. Je ne suis pas d'accord. Régis, il est 10h57, c'est l'heure du journal. Vous répondrez. À tout de suite. Les débats avec vous, avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et votre dernier livre Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir est paru aux éditions du CERF. Ergun Toparslan, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès, et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais. On va revenir sur ce qui s'est passé au Pont-Neuf, ce policier qui a été mis en examen pour homicide volontaire, et les syndicats de police s'interrogent et s'insurgent contre cette dénomination. Un accord avec les Insoumis serait la mort du PS pour François Hollande. Et puis dernier des conseils des ministres, Macron veut un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Quel profil? On en parle avec vous. On continue le tour de table, mais avant, Régis, vous vouliez répondre à ce que disait Jérôme Ripoul sur l'interdiction des sondages avant le 15 jours avant l'élection. Alors, le lendemain du premier tour, on avait fait une émission, vous vous rappelez Valérie, où il y avait Frédéric Dabi, et j'avais rendu hommage au boulot que vous avez fait d'ailleurs, parce que c'était le fameux rolling de nos quotidiens. J'allais consulter scrupuleusement tous les jours à 17h30. Les sondages ne se sont pas trompés. Alors, concernant le trio de tête, Macron était donné à 27, Marine Le Pen à 24 et Jean-Luc Mélenchon prenait 1 point par jour. C'est-à-dire que la dynamique a été parfaitement identifiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Jean-Luc Mélenchon a réussi à capitaliser sur son nom ce qui restait de la gauche, toute mouillée, comme dit Christophe Guilluy, aucune réserve de voix derrière. C'est pour ça que quand il prétend qu'il va se faire élire Premier ministre, il se moque du monde. Toujours est-il que, je veux dire,
les sondages, ça fait partie de l'information nécessaire au choix. Le vote utile, pourquoi pas le vote utile? Si on se décide 3 heures avant, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus d'appartenance de parti, on milite plus, etc. Mais on se détermine en fonction des informations dont on dispose. Bien, ça c'est ma première observation. La deuxième, c'est que interdire, on ne peut pas interdire. Avec Internet, vous allez n'importe où, vous allez chez nos voisins belges et suisses qui sont ravis de nous jeter des trucs dans les jambes. Donc non, je crois qu'on n'y échappera pas et je ne pense pas quelque part que ça fausse à ce point le débat. Il n'y a pas eu d'erreur majeure, il y a beaucoup d'organismes, à chaque fois il y a les précautions, les marges d'erreur, etc. Personnellement, je pense que c'est une mesure qui d'abord est inapplicable et deuxièmement n'est pas nécessaire. C'est ce que j'ai dit, Régis. Non, c'est pas applicable, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que ça influence le vote je pense que des électeurs? Oui, ça influence le vote. Évidemment, ça influence le vote. Si vous voulez, ça joue quand même manifestement sur les processus de mobilisation électoraux. Vous avez bien vu qu'il y a un certain nombre de candidats qui ont bénéficié lors du premier tour de l'élection d'un vote utile qui était tout simplement une évaluation qui était faite par les électeurs sur les chances des uns et des autres. Donc moi je pense que quand même c'est un facteur de limitation du libre arbitre de chacun, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Il faudrait les interdire, c'est ça? Dans ce cas-là, mais je ne crois pas qu'on puisse les interdire. C'est bien le problème. C'est que la difficulté, je ne vois pas comment on peut les interdire. Techniquement, c'est extrêmement compliqué. Vous allez interdire la publication des sondages? Oui, vous pouvez l'interdire, mais les sondages, vous allez... Je vais prendre un souvenir. Je me souviens très bien, et on est un certain nombre à s'en souvenir. En 2002, la veille du premier tour du 21 avril, donc le 20 avril, vous aviez un sondage qui avait été sorti, je crois, par la Tribune de Genève, en Suisse, qui était le seul sondage d'ailleurs qui est sorti, qui montrait que Jean-Marie Le Pen pouvait être devant Lionel Jospin. Et on était en 2001, et c'était même pas encore l'époque des réseaux sociaux. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été totalement informées de cette possibilité, de cette hypothèse. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais quand même, je pense que ça pose un problème dans la libre détermination du choix des électeurs. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut légiférer, trouver des moyens qui soient plus... je pense qu'on a une maturité démocratique quand même qui peut se permettre de juger ce genre de sondage. Je pense que quand même ça influence, ça construit l'opinion. C'est comme l'information sur le marché boursier. Le sondage participe à la construction de l'opinion publique. Mais la télé aussi, les réseaux sociaux aussi. Le vote utile. Dont a été malheureusement victime Valérie Pécresse. Effectivement, les gens se sont dit, je préfère Macron plutôt que je suis électeur LR habituel, etc. Mais ça participe... les gens sont responsables. Je veux dire, il ne faut pas les traiter comme des mineurs. Ils ont les gens qui se sont précipités sur le vote Mélenchon, rappelons que Mélenchon était très bas. D'abord, il était à 6% aux européennes. Il a eu que des catastrophes aux intermédiaires, municipales, etc. Et là, il est à 10, 11 pendant 3 mois. Et hop, à la fin, il monte. Pourquoi il monte? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, les 2 autres sont nuls, les 3 autres, oui, c'était 3. Mais... il faut qu'on aille vers celui qui est susceptible de gagner. C'est pour ça qu'il y aura, je pense, un reflux. Donc, non, c'est de l'information. C'est de l'information. Ce sont des photographies et il faut être capable de se limiter. Oui, mais si c'est 15 jours avant, ça vous permet peut-être de vous déterminer en ayant une indication. Oui, mais les sondages continueront à sortir. Bon. Il y aura toujours des gens qui commencent un sondage. C'est ça. Je vois pas ce qu'il y a de mal, en fait. À moins d'interdire la commande des sondages. Juste un dernier point. En 95, Régis, la législation n'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui, puisqu'elle date de 2002. Les sondages étaient interdits une semaine avant. Oui, c'est vrai. En 95, Chirac passe devant Balladur de 300 000 voix. OK ? Avec un sondage, Chirac, en 95, sans doute ne serait pas passé. J'en suis à peu près sûr. C'est-à-dire la tendance de Balladur était baissière. Mais en tout cas, peut-être, il y aurait eu une... Et donc, réfléchissons à ça. Après, effectivement... Interdire est impossible. Petite nouvelle du wokisme avant de vous donner la parole, cher Régis, mais ça va vous intéresser.
C'est une journaliste belge qui est sous protection policière, parce qu'elle a été jugée trop blanche pour interviewer Angela Davis. Angela Davis, essayiste afro-américaine qui était reçue au Théâtre National de Bruxelles pour débattre avec de jeunes militants et associations. Eh bien, elle a fait l'objet de menaces parce qu'elle s'appelle Safia Kessas, et donc elle a été jugée comme une insulte aux non-blancs, et donc ce sont des différentes associations qui ont estimé que c'était un nouveau crachat au visage des militants noir.es, queer féministe, et qu'il y aurait eu d'autres animateurs plus légitimes pour l'interviewer. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Oui, vous vouliez peut-être réagir, Régis? Oui, il y a des contreparties. Aux États-Unis, vous savez, les RH, ils ont pour recruter, ils ont un questionnaire, et il y a la self-évaluation. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire que vous vous considérez comme non-binaire, ceci, cela. Donc tout le monde, partout où il y a des blancs, maintenant ils s'évaluent non-binaires et noirs, ce qui est une garantie pour l'emploi. Normalement, le délai de licenciement, c'est 15 jours. Si vous êtes d'une minorité, c'est 1 an. Donc, il y a une espèce de phénomène, tout le monde reste bien blanc, mais si vous vous êtes auto-évalué noir et non-binaire, vous êtes tranquille, vous pouvez ne plus rien foutre. C'est dingue. Non, mais c'est pas une blague. Mais j'ai été assez étonné en remplissant un document officiel l'autre jour de voir sexe féminin, masculin, indéfini. Ah bon? Oui, sur un document officiel, où je me suis dit, bon, c'est... on commence à voir voilà, donc on va pouvoir peut-être... Notamment dans les hospitalisations. Oui, c'est ça, voilà. Tu as ça. Absolument, absolument, c'était dans ce cadre-là. Mais vous savez, parfois dans les universités américaines aujourd'hui, alors c'est peut-être pas encore vrai, heureusement en France, mais quand vous remplissez un dossier pour obtenir un certain nombre de moyens de recherche, ou pour tout simplement faire un appel d'offres par rapport à un projet de recherche, vous avez en effet aujourd'hui la nécessité d'intégrer des dimensions diversitaires, des dimensions de genre, qui n'ont strictement rien à voir avec l'objet de recherche. Ça peut être en physique ou en chimie, et vous êtes obligé de les intégrer. On est dans le cœur du wokisme, là. On est dans une espèce de construction. Mais vous avez, hier... On se moque des États-Unis. J'ai vu passer, et c'est parfaitement authentique, un mémoire en masters d'histoire qui était les représentations de genre chez les sans-culottes de 1789 à 1793. Je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé un maître de stage et il s'est trouvé un étudiant pour travailler pendant toute une année là-dessus. Mais là, ça se passe en Belgique, Angela Davis. Et hier... Il y a des tentatives en France aussi. C'est vrai que dans le monde universitaire, on sait qu'il y a un point là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'une des vraies critiques qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis du Parti socialiste, qui commence à avoir des discussions politiques, un rapprochement à gauche entre la gauche qui était traditionnelle et la gauche wokiste, qui est assez inouï, qui poserait, je pense, de vrais problèmes idéologiques derrière. Et Harvard, hier, puisqu'on parle d'université, a décidé de créer un fonds de 100 millions d'euros qui s'appelle Legacy of Slavery Funds, parce que vous savez qu'Harvard a été financé par des grandes familles américaines, et donc en repentance, on va donner des bourses à des descendants d'esclaves pour s'excuser de ce... Voilà, je vous conseille, c'est sur le New York Times hier. Vous pouvez le lire. Je pense qu'ils vont détruire les statues de George Washington bientôt aux États-Unis, parce que Washington était quand même avait des esclaves. Oui, c'est intéressant comme débat. Pardon, Régis, à vous, votre coup de gueule. Rapidement, dire du mal d'Enthoven, de Raphaël, je ne sais plus le prénom. C'est lequel? Il a le droit. Il a le droit. Il est privilégié. C'est jeune. Donc ça, c'est effectivement une banalité. Non, simplement, il a eu une phrase à propos du rachat de Twitter par Elon Musk. C'est la liberté totale est liberticide. Je trouve que c'est assez magnifique comme expression. Alors on peut débattre de la liberté d'expression. Vous savez ce que j'en pense. C'est-à-dire qu'elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme, qu'elle peut être limitée, contrôlée, mais par le juge et a posteriori. Et donc, non, Monsieur Enthoven, il considère que tout ça c'est très mal, et qu'il faut qu'il y ait des gens en amont, que personne n'a choisi, personne n'a élu, etc., qui vont empêcher les gens qui ne sont pas de son avis de parler. Voilà. On touche à des points qui sont extraordinairement préoccupants concernant cette pauvre liberté d'expression. Ça pourrait être un sujet de philo.
Est-ce qu'il y a quelque chose de liberticide à la liberté totale? C'est pas complètement absurde comme phrase. Vous voulez qu'on commence, thèse, non, antithèse? non, on va pas commencer. Écoutez, la Déclaration des droits de l'homme y a répondu, hein, mais elle lui est pas opposable. Il aurait suffi de dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et là, il est Trump dans ce cas-là, hein, parce que je pense que Trump a quand même une vision de la liberté assez restrictive. Alors, je voudrais vous faire réagir sur la déambulation d'Emmanuel Macron hier à Créteil. C'était pas prévu à notre menu, mais je m'interroge. Non, c'était à Cergy Pontoise. Donc on l'a vu très longuement toute la journée sur les chaînes d'infos avec l'attaque de tomate cerise, tomate cerise. Tomate cerise, pas tomate. Tomate cerise. Petit joueur. Voilà. Et je m'interrogeais hier en voyant ces images sur l'intérêt de cette déambulation. Est-ce que c'est de la com, est-ce que ce n'est que de la com? Est-ce que c'est pas un peu fini cette politique-là? Ou est-ce que vraiment il y a une volonté d'aller au devant des Français et de les rencontrer? Moi, je pense qu'il aurait mieux fait d'aller à l'hôpital de Cergy, vous voyez. Non, mais il y a une explication. Hein, alors mais est-ce que ces images, c'est uniquement de la com? Alors l'explication, pourquoi est-ce qu'il a privilégié cette façon d'aller vers les Français plutôt qu'une autre? Rappelez-vous, il y a eu l'opération menée par Carl Olive. Carl Olive, exactement. Carl Olive à Poissy. Cette opération, elle est apparue comme une construction parfaite. C'est-à-dire, en clair, on avait invité des gens, on avait sélectionné un public, les questions étaient préparées, et le président y répondait. Donc là, petit couac. Puis il y a eu les réunions un peu moins préparées qui n'ont pas plu. Et donc il a dit, là, il faut que j'aille déambuler, il faut que j'aille à la rencontre des Français. Mais enfin, est-ce que c'est aller à la rencontre des Français que de faire un bain de foule mais on est dans la communication. Ce que je décris, c'est... c'est répondre à ces exactement, c'est répondre à ces détracteurs, au fait qu'ils ne rencontrent pas les Français, qu'ils les sélectionnent, et après il va sur les marchés. Donc on se dit, tiens, il prend une tomate dans la figure, donc on se dit, tiens, voilà, les Français lui expriment leur colère. Mais bon, est-ce que c'est de la com? Oui, c'est de la com. Alors on va marquer une pause, vous répondrez, c'est la pub, petite page de pub, et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, avec Régis de Castelnau, Arnaud Benedetti, Ergun Toparslan et Jérôme Ripoulin. Arnaud Benedetti, cette déambulation du président de la République hier à Cergy, c'est de la vieille com, c'est de la com qui fonctionne. C'est une figure traditionnelle de la politique, je dirais. Faut pas changer un peu tout ça? Je sais pas, mais si vous voulez, en fait, il y a le contexte politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est dans la préparation des élections législatives. Donc, il faut qu'il aille dans une circonscription qui est une circonscription populaire, des quartiers populaires, où on a voté de manière très forte pour Jean-Luc Mélenchon. Il a justement Jean-Luc Mélenchon qui veut faire de cette élection législative le 3e tour des élections. Moi, je pense qu'il est surtout, au-delà des histoires de com, même si c'est de la com, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est surtout dans la préparation du combat des législatives. Ouais. Et donc le combat des législatives, il passe aussi par la présence du président de la République sur le terrain, dans les circonscriptions, où ça va être difficile. Donc à mon avis, c'est le signal qu'il veut envoyer. Puis on peut pas totalement exclure qu'il ait envie de jouir de son succès 48 heures après, en se prêtant à cette déambulation et à cette rencontre avec les Français. S'il veut aller à la rencontre des Français, qu'il aille à l'improviste dans l'hôpital. Alors moi là-dessus, vous savez si j'ai été critique vis-à-vis de la communication de Macron. Mais là, je regardais les images, on en parlait tout à l'heure. Je trouve que c'était quand même assez impréparé. Quand on regarde, il y a quand même, on voit qu'il y a des mouvements de foule. Il va prendre une tomate, comme vous l'avez dit. On voit qu'il y a des gens qui se bousculent. Donc c'était pas aussi, si vous voulez, sophistiqué que les exercices de communication. Il aime ça, il aime aller dans la foule, Macron, on l'a vu. Vous en pensez quoi, Régis? Pardon, allez-y. Je veux pas prendre la défense d'Emmanuel Macron, ça serait vraiment de l'apostasie. Mais non, on est déjà deux là. Ce que je veux dire, c'est que on lui a beaucoup reproché sa campagne de premier tour. Il n'a pas fait de campagne de premier tour, donc il a changé entre les deux tours. Bon, moi, je l'ai trouvé absolument odieux dans ses attitudes au moment du débat, mais enfin, il gagne largement. Et donc, effectivement, Arnaud a raison, il prépare les législatives et le fait d'aller... Rappelez-vous qu'il avait fait, avant le premier tour, il avait fait un marché, celui de Neuilly. Tout le monde s'était moqué de lui. Là, il a peut-être mesuré que cette arrogance dont il avait fait preuve n'était pas très productive. Bon, je trouve que
Oui, il y a eu un incident, il y a eu des tomates, etc. Bah oui, il avait eu un œuf une fois, ça arrive. Bon, c'est pas quelque chose que je considère ni significatif ni très important. C'est une campagne électorale et tout est communication puisqu'il va être filmé et ce sera sur les chaînes d'infos et sur les grandes chaînes. Mais je pensais moi à quelque chose de plus spontané, c'est-à-dire encore une fois d'aller dans quelque chose qui, alors c'est certainement impossible, mais d'aller spontanément dans une école. Vous allez me dire, elles sont fermées en ce moment, d'aller aux urgences d'un hôpital, voir comment ça se passe, c'est-à-dire de montrer aux Français qu'il s'intéresse et qu'il est vraiment... c'est ce qu'il fait quand même hier. D'aller dans une foule, c'est quoi l'intérêt de se faire taper la main? Il y a un auditeur qui me dit Chirac flattait le cul des vaches, lui c'est celui des pauvres. Alors, pour la comparaison, je ne me permettrai pas d'arriver là, mais tout d'abord, ça coupe l'herbe sous le pied de beaucoup de débats qu'il y a eu au lendemain de son élection, de procès d'illégitimité, et surtout le président des riches, puisque très souvent ce qui était amené notamment par l'extrême gauche, c'était de dire que c'était un électorat bourgeois, le bloc bourgeois qui avait élu Emmanuel Macron. En partie, la réalité c'est qu'aujourd'hui, lui, il veut se positionner comme le candidat qui fait l'union de la nation. Et d'ailleurs, dans ses sorties entre deux tours, notamment en Alsace, il y a eu des rencontres très virulentes avec des concitoyens où il a pu rencontrer des infirmières et des personnes qui étaient ouvertement contre son action et contre son bilan. Et le président de la République, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il a un côté un peu charnel, un peu contact. Il aime bien aller au contact de la population. Et hier, on voyait qu'il prenait énormément de plaisir d'être entouré de ces gens-là. Charnel, j'aurais pas dit ça, moi. À Saint-Martin, par exemple, c'était effectivement très charnel. Évidemment, on vous attendait. Allez, je voudrais qu'on parle de la colère des policiers. Donc, une affaire où tout s'enchaîne effectivement assez vite. Le policier qui a tiré sur le pont Neuf contre des gens qui étaient contrôlés. Alors, c'est un drame absolu puisqu'il y a eu 2 morts. Il y a eu un refus d'obtempérer. La voiture a démarré. On ne sait pas exactement. Donc, c'est toujours compliqué. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, cher maître de Castelnau, mais c'est la mise en examen pour homicide volontaire, elle choque beaucoup les policiers. Et surtout, ce que soulève cette affaire, c'est ce que raconte, c'est ce que disent certains syndicats de police, c'est-à-dire un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. C'est ça qui est cette espèce de décalage qu'on peut voir. Oui, mais c'est quoi le rapport avec le fait que ce soit classé en tant qu'homicide, en fait? Le rapport, c'est que le policier, il est en danger, il a tiré. Si, homicide volontaire, c'est qu'il y a volonté de tuer. Non, le rapport, c'est ce que je comprends de ce que dit Valérie, c'est que le rapport, c'est qu'il y a une tension de plus en plus forte qui s'exerce sur les policiers. Et que leur métier est de plus en plus difficile, manifestement, à exercer. C'est ce qu'ils font valoir, d'ailleurs, de manière assez légitime. Ça ne dépendait pas de cet événement-là. Pardon, non, mais c'est... Alors, effectivement, un auditeur me dit, c'est un policier de 24 ans formé en 8 mois avec un niveau faible. Le niveau a beaucoup baissé. Il dit, ça fait partie aussi du débat que je voulais soulever. Il dit que l'automobiliste lui a foncé dessus. Est-ce que c'est vrai? La dernière affaire identique, on a appris ensuite que le policier avait menti. C'est pour ça que c'est compliqué de commenter cette affaire, mais ça pose la question de la formation des policiers, c'est-à-dire 24 ans avec un pistolet automatique, avec un fusil mitrailleur, ça pose cette question. Visiblement, il n'était pas sur le bon mode, c'est-à-dire qu'il était en saccade et pas sur un coup. Et puis les refus d'obtempérer, donc où on voit que les policiers se sentent peut-être en danger. Il y a quand même un problème aujourd'hui, et il y a la peur. Et la peur. Après, c'est vrai que les policiers ils sont en danger, notamment dans le contexte. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a très peu de temps le danger terroriste que connaît notre pays, que connaît encore notre pays. On a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués, et les premières cibles, ça reste nos forces de l'ordre et nos policiers. Donc on peut comprendre qu'il y a une tension là-dessus, mais derrière, de là à remettre en cause des décisions judiciaires... je ne la remets pas en cause. Mais on s'interroge. Alors il y a juste un auditeur me dit, Valérie défend systématiquement la police. Oui, je défends la police parce que je pense que le métier de policier est très difficile aujourd'hui, et il faut rappeler que la mise en examen n'est pas une culpabilité. Exactement, c'est déjà ça. Surtout de l'autre côté, on a aussi une partie de la population qui pense qu'il y a une impunité policière qui est notamment assez poussée par des décisions judiciaires. Nous, ce qu'il nous faut là-dedans, c'est de ne pas perdre de vue l'état de droit, et surtout essayer d'aller dans une conciliation entre une confiance de nos concitoyens sur des jugements des policiers, s'il y a besoin, s'il y a nécessité qu'ils soient jugés, et également une protection de nos policiers qui doivent être armés physiquement et juridiquement aussi pour toute atteinte dans le cadre de leur activité. Oui, parce que quelqu'un me dit il aurait pu tirer dans les pneus. Allez-y, vous, Chris. Oui, c'est ça. Allez-y. Il aurait aussi pu dire s'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous descendre du véhicule? Oui.
je voudrais pas défendre les policiers, je voudrais dire du mal des magistrats. Oui. Donc, bon, non. D'abord l'aspect juridique des choses, l'aspect juridique et judiciaire des choses. Une mise en examen, c'est s'il y a des indices graves et concordants. Hein, c'est une mesure importante. Alors c'est une mesure judiciaire qui va permettre le débat contradictoire et qui va permettre à l'accusation d'établir la culpabilité, qui ensuite sera prononcée par le tribunal. Toujours est-il que indice grave et concordant d'avoir voulu commettre un meurtre, je trouve que ça a du sens, ça a un sens politique. Alors c'est là. Je viens sur les magistrats. Ouais. Rappelez-vous qu'il y a eu le fameux débat sur la présomption de légitime défense. Oui, qui avait proposé Marine Le Pen. N'avait pas de sens, c'était de la démagogie zémourienne. Mais c'était pas Marine Le Pen. Simplement aujourd'hui que, si vous voulez, il y ait cette mise en examen. Il s'agit effectivement d'un policier de 24 ans qui a un fusil d'assaut entre les mains. Pourquoi un fusil d'assaut? C'est depuis les attentats de 2015. Oui. Et il tire en rafale. Si vous voulez, c'est vous appuyez sur la détente d'un pistolet ou d'un revolver, il y a un coup qui part. Vous appuyez de la même façon sur un fusil d'assaut, c'est 6 coups qui partent. Donc, effectivement, l'accident, le mauvais réflexe, etc., semble quand même probable, plausible. Mais simplement, je pense que je connais assez mes amis magistrats pour savoir qu'il y a eu, en écho à ce qu'avait dit le président de la République, je suis contre la légitime défense, rappelez-vous, je pense qu'en écho à ça, il y a eu la volonté de durcir et que les policiers réagissent mal, je le comprends. Et surtout, je m'interroge sur les compétences de mes chers amis magistrats, sur ce qu'est un fusil d'assaut d'origine allemande, puisque nous sommes dotés avec des armes allemandes désormais. Donc, non, je crois qu'il y a un fait politique dans il y a exemple et contre-exemple, on peut et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est que on veut donner des gages. Moi, j'aimerais bien que les magistrats, ils arrêtent d'être dans une espèce de porosité avec l'air du temps, etc., et qu'ils fassent, je veux dire, dans leurs actes, preuve de certaines orientations politiques. Je ne sais pas ce que va donner cette affaire. Je pense que les conditions concrètes aboutiront à une décision qui, je l'espère, sera juste. Mais cette précipitation dans une mise en examen aussi dure, aussi violente, avec des conditions de contrôle judiciaire extrêmement importantes, était un acte politique. Et je le regrette. Oui, on ne connaît pas. Alors, petite pause et puis vous réagirez tout de suite après. À tout de suite. C'est un sujet qui vous fait réagir, évidemment. Donc, les syndicats de police s'insurgent contre la mise en examen de ce policier qui a battu 2 personnes. Il faut aussi penser à cette famille, à ces gens endeuillés, à ces 2 morts jeunes qui auraient certainement pu être évités. Néanmoins, les policiers parlent de réactions de plus en plus violentes lors des contrôles routiers. Toutes les 20 minutes, un refus d'obtempérer. Un auditeur me dit qu'en Martinique, en 2012, 93 gendarmes ont été blessés sur des contrôles routiers dans l'île pour refus d'obtempérer. C'est évidemment quelque chose qui est en augmentation. Moi, je voulais rapporter, parce qu'effectivement, je suis pas non plus, je suis pas un défenseur forcené des forces de l'ordre et de la police. Et donc je fais la part des choses, notamment sur la question des gilets jaunes et l'utilisation des armes pendant les manifs. Pose question. Non, mais je veux dire par là, il y a eu un degré de violence policière qui sans doute a augmenté. Il n'en reste pas moins que les policiers, il y en a 10 000 chaque année qui, en mission, sont blessés. Il y en a à peu près une dizaine chaque année qui meurent, notamment les policiers, c'est en augmentation. Donc même mal formé peut-être, un policier de 24 ans se sente menacé et face de son arme, alors peut-être effectivement pas en mode un coup par coup, mais effectivement à plusieurs coups, ça pose un problème, mais c'est la réalité. Je veux dire, on peut imaginer que dans cette situation, on voit sa vie en jeu et qu'il utilise son arme. Donc je pense qu'il faut quand même un peu relativiser les critiques qu'on fait face aux forces de l'ordre qui travaillent dans une mission ultra difficile. Mais surtout que le vrai problème, il faut quand même pas dériver. Alors évidemment, il faut s'assurer que tout cela se soit effectué dans le respect, j'allais dire, des règles et de la loi. Mais enfin, la cause quand même de tout ça, c'est le refus d'obtempérer.
C'est-à-dire que vous avez 2 personnes qui, en voiture, ont refusé d'obtempérer. Donc c'est ça quand même la cause racine. Donc ça pose déjà quand même un premier problème. Et puis quand même, ça dit quelque chose sur l'état de notre société. La multiplication des refus d'obtempérer, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'individus qui s'affranchissent des règles de vie en collectivité et qui considèrent que l'État, ce qui représente l'État, c'est-à-dire la police, non seulement ne doit pas être respecté, mais surtout ne leur fait plus peur. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même, malgré tout, le signe d'un effondrement d'un certain nombre de valeurs. Alors après, on va vous dire, oui, mais la violence a toujours existé. Oui, elle a toujours existé. Mais il y a quand même c'est une vérité, c'est une réalité. Mais on voit que la police ne fait plus peur. Oui, parce que quand vous regardez quand même les statistiques sur les séquences récentes, on voit quand même que nous avons une augmentation de ce type d'événements. Donc ça veut dire que ces dernières années, malgré tout, il y a quand même des comportements qui sont de plus en plus délictueux et qui, bien évidemment, posent problème sur l'évolution de notre société. Un auditeur me dit, les herses, ça existe pour stopper les voitures. Alors je pense qu'il faudrait que vous étiez... Et un autre auditeur me dit, imaginez un jeune qui a un peu bu et qui a peur d'être contrôlé, ça peut être l'enfant de n'importe qui. Si vous élevez à peu près correctement vos enfants, il y a peu de chance. Ils étaient d'ailleurs pas 3, mais 2, pas 2, mais 3 dans la voiture. Donc quand le conducteur accélère, des autres personnes peut dire t'arrêtes. Non, je pense que là il y a eu quand même. Et puis les policiers ont assisté à ce petit manège. Visiblement, c'était des dealers. On a d'ailleurs retrouvé de la drogue, de l'argent. Ergun, vous vouliez défendre les magistrats. Je voulais juste réagir au propos de Régis. Mais ça, il ne sait pas le policier quand il tire. Je voulais juste. Non, mais je veux dire, sur la façon dont ça s'est passé l'incident, sur la façon dont ils ont démarré, on peut avoir une petite idée. Ils étaient sûrement parfaitement décidés à s'enfuir, quoi. Ils ne voulaient pas être pris puisqu'ils auraient été en flagrant délit. C'était un deal, je crois. Oui, c'était un deal. Non, mais pour réagir à ce qui a été dit par Régis, notamment en ce qui concerne la justice et des choix qui seraient orientés par rapport à l'ère politique, il y a exemple et contre-exemple dans plein de cas. Il y a moins d'un mois de ça, il y a une jeune fille de 5 ans qui a reçu des résidus de LBD sur sa tête. Ses parents, par exemple, ont retrouvé une partie de ce qu'elle a reçu sur son crâne, où il y avait la possibilité d'identifier l'origine de la personne qui avait émis ce LBD. Et la procureure de la République de Créteil, pour le coup, a refusé de donner un test ADN et a classé ensuite l'affaire. Donc dans la société, on a exemple et contre-exemple. Maintenant, nous, dans tout ça, il ne faut pas qu'on perde notre volonté. Oui, c'est parquet. Oui, mais pour autant, le sentiment au niveau sociétal est que il y a exemple et contre-exemple. Parfois, les impunités policières peuvent être considérées comme surprotégées, comme dans l'autre cas, les policiers qui peuvent être considérés comme sous-protégés. Donc dans tout ça, il faut qu'on essaie de garder, notamment dans le débat, une certaine froideur et un recul par rapport à tous ces sujets-là. On fait pas Chris me dit, vous faites des parties parfaites, vous faites tout bien. C'est pas ce qu'on dit. On peut s'interroger sur cette situation aujourd'hui des délits de fuite toutes les 20 minutes. On peut s'interroger là-dessus. Alors effectivement, c'est le syndicat Alliance, mais il y a d'autres syndicats qui sont assez réservés sur l'intitulé de la mise en examen. Passons à un autre sujet. Peut-être dernier Conseil des ministres, Emmanuel Macron hier, peut-être qu'on peut réécouter le son. Je prends un peu notre réalisateur de cours quand il était dans sa déambulation, interrogé par les journalistes, a évoqué le profil du Premier ministre qu'il envisageait, ou de la Première ministre. Écoutez ce qu'il disait. Avec tout ce que vous venez de décrire, est-ce que c'est le signe que vous allez nommer un Premier ministre de gauche ? D'abord, c'est pas la couleur politique. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur et il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà. Donc plutôt à gauche. Voilà. Donc, il y a une information. C'est qu'on comprend que Jean Castex ne sera pas reconduit. Oui. Ça, c'est déjà un premier élément. Là, on pouvait se poser la question. Non, mais c'était son vœu. Voilà, donc c'est le premier point. Il a annoncé. Ensuite, moi, je pense que, je sais pas, je peux me tromper, mais je pense qu'il va essayer quand même d'abord de nommer un Premier ministre qui aura 2 missions. La première mission, c'est de mener le combat pour les législatives. Ouais, donc, il faut que ça soit un Premier ministre qui soit en mesure et qui ait un peu une expérience de ce côté-là. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que
quand même, et il est aujourd'hui à la tête d'un pays qui est profondément... Donc il a été ministre, ou responsable politique. Oui, enfin en tout cas, il est à la tête d'un pays qui est profondément fracturé. Ça, je crois que chacun s'accorde à le reconnaître, lui le premier. Et donc ça, c'est difficile. Deuxième point, la question, c'est que la couleur du Premier ministre, j'allais dire la trajectoire du Premier ministre, nous dira quelque chose à la fois sur la coloration qu'il entend donner à la campagne des législatives et la suite du mandat, en tout cas de la première partie du mandat. Il y a quand même une attente sociale très forte qui s'est exprimée durant, me semble-t-il, ces élections, qu'il s'agisse à travers du vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon ou même du vote en faveur de Marine Le Pen. Est-ce qu'il va essayer de donner un coup de volant plutôt sur sa gauche après avoir nommé dans le premier quinquennat, deux premiers ministres qui venaient de la droite, c'est-à-dire Édouard Philippe et puis Jean Castex. Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Mais moi, ce que j'ai constaté chaque fois qu'il a nommé un Premier ministre, c'est jamais celui qu'on attend, jamais celui qui était cité. Donc, parce qu'il aime déstabiliser à la fois les opposants et déstabiliser les commentateurs. Il aime les surprendre. Alors après, on verra ce qu'il en est. En tout cas, bon courage au prochain Premier ministre. Oui, c'est ça. Oui, Ergun. Non, ce qui a été dit est très juste. Il y a toujours des choix qui déstabilisent et qui innovent là-dessus dans les choix du Premier ministre. Pour Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a été plutôt clair dans sa prise de parole. Là, une fibre sociale, environnementale et productive. Donc, ça met le cadre. De là à dire que ce soit forcément une personnalité de gauche, moi je l'appelle de mes voeux, mais est-ce que ça sera le cas? On verra bien. Maintenant, au-delà de ça, ce qui est le plus important et l'essentiel, c'est évidemment de rentrer dans la bataille des législatives, parce que le grand combat d'un Premier ministre tout de suite après la désignation d'un président de la République, c'est de gagner avec la manière les élections législatives. Et là, comme ce qui vient d'être dit, ça ne va pas être facile. Moi, je pense plusieurs réflexions. La première, c'est que Emmanuel Macron n'avait pas intérêt, mais Jean Castex voulait partir de Matignon, n'avait pas intérêt à changer de Premier ministre avant législative. Parce que mettre un gouvernement, c'est mettre de l'incertitude, c'est peut-être voir chacun des membres passer au crible, c'est peut-être voir des paroles, des propos inadaptés tenus et voir sa majorité potentielle à l'Assemblée grignoter. Je rappelais l'épisode avec Borloo où, quand il parle de la taxe... carbone, c'était ça? Ah non, c'est pas la taxe carbone, c'était la TVA. La TVA sociale, pardon, la TVA sociale. Il perd, et on perd 100 députés, quoi. Il y a 100 députés qui sont perdus par la majorité. Donc danger. Deuxièmement, je pense qu'à ce jour, il a quelques personnes dans son pipe, mais qu'il n'a pas défini. La preuve, c'est qu'il nous dit d'abord un Premier ministre écolo, puis après il rajoute social, et maintenant il rajoute gestion productive. Bon, c'est quand même donc la cible se resserre, le cœur de cible se resserre, mais enfin c'est pas fait. Et je pense que là, Arnaud le disait, c'est quelqu'un qui déteste être pris à l'avance sur ses choix et qui veut rester maître du temps. Donc il va le faire et on va avoir une surprise. Après, moi j'ai une conviction. Je pense que le temps des femmes est venu. Donc, il ne serait pas étonnant quand même qu'ils choisissent une femme. Oui, laquelle Régis? Oui, je pense que il va y avoir un casting qui va tenir compte du résultat de la présidentielle, c'est-à-dire du deuxième tour où il est réélu, mais de façon extrêmement significative. Je le déplore, mais c'est une réalité. Si on regarde les projections à partir des résultats électoraux, il va avoir fort probablement, et comme d'habitude, je dirais, depuis l'inversion du calendrier, enfin ça datait d'avant, ça date de 81, mais il va avoir une majorité très confortable. Les premières estimations lui donnent 390 députés. Ce sera une chambre introuvable. Donc je pense que ça va être vraiment un casting qui sera pas tellement influencé par les enjeux des élections législatives. Je pense qu'il y aura la volonté, effectivement, de trouver quelque chose qui, justement, revenant à la communication, qui soit favorable à un certain type de communication. Je pense qu'il y a un très faible enjeu politique à la nomination de ce Premier ministre, en sachant que, on l'a déjà vu, c'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre avec un gouvernement, et une fois que les élections législatives ont lieu, il y a un bouleversement quasiment. Rappelez-vous, en 81 et en 88, donc les gouvernements, je crois que c'était... il y avait eu Rocard en 88, et puis... le premier gouvernement de Mitterrand en 81, il n'y a pas de communiste dedans, rappelons-le.
Non. Donc il fait un choix justement de ne pas en mettre, et c'est après législative qu'il en met. Et puis même, il y en a plein qui vont. Enfin, je veux dire, il y a eu entre le premier gouvernement Mauroy et le deuxième, celui après législative, il y aura beaucoup de changements. Hein. Oui, pas mal. Ouais. Donc, mais est-ce qu'il moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Régis. Oui, je pense en effet que la logique politique veut qu'il ait une majorité. Après, est-ce qu'il aura une majorité absolue? Ça, j'en suis pas sûr, parce que justement, Régis citait 88, Mitterrand se retrouve malgré une victoire confortable face à Jacques Chirac avec une majorité relative. Il fait appel aux centristes. Souvenez-vous, il va faire appel aux centristes d'un certain nombre de centristes de l'UDF qui vont rentrer dans son gouvernement, dans le gouvernement Rocard. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez, il y a quand même, quand on regarde là aussi les sondages et les études d'opinion, vous voyez qu'il y a une majorité de Français qui aujourd'hui souhaiteraient imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Donc il faut quand même qu'ils tiennent compte aussi de cette réalité, en l'occurrence. Donc est-ce que la victoire sera aussi facile que on peut l'annoncer aujourd'hui? Bon, c'est pas sûr. Et puis une élection législative, c'est une élection très particulière parce que chaque élection législative, circonscription par circonscription, est différente. Donc il y a quand même une élection législative, c'est pas qu'une élection nationale. Il y a un facteur local qui joue aussi. Donc il va falloir quand même qu'ils choisissent cette fois-ci, compte tenu de l'expérience qui n'a quand même pas été particulièrement réussie de la République en marche et du casting parfois qui a été fait sur le terrain, il va falloir qu'ils trouvent des candidats qui soient quand même un peu mieux implantés qu'ils ne l'étaient. Donc c'est pas si simple que ça, cette élection. Non, c'est certain. Et c'est surtout revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les élections législatives, c'est la représentation des territoires et du peuple à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que quand les personnalités politiques nationales en font un troisième tour d'une élection qui est terminée, ça casse un peu l'enjeu. Mais la réalité, c'est que sur le terrain et au niveau des circonscriptions, l'ancrage local est très important et les attentes dans différents choix de vote qui ont pu être faits lors des présidentielles est complètement différent. Donc tout dépend également de la situation géographique, la situation sociologique, démographique que connaît la circonscription. Et dans tout ça, effectivement, la grande tâche de la majorité présidentielle, c'est de choisir au cas par cas les meilleurs candidats ou candidates. Mais à côté de ça, ce qui a été dit est très juste, c'est que si on a un gouvernement qui, en peu de temps, et on l'a eu notamment dans le premier gouvernement de François Hollande également, enchaîne quelques couacs, ça devient très compliqué derrière à certains candidats d'aller reconquérir des circonscriptions ou de ne pas perdre celles qu'ils ont déjà. Le Premier ministre est important ou pas justement, est-ce qu'il faut donner des gages à la gauche, à la droite, parce que Jean-Luc Mélenchon occupe beaucoup de place. Si vous voulez, la difficulté, c'est que a voté plutôt alors le problème, c'est que si vous voulez, le premier tour, il a plutôt un premier tour avec un électorat qui est sociologiquement à droite, mais le second tour, comme il est élu pour faire barrage à Marine Le Pen, il a besoin d'une partie de l'électorat de gauche. 42% des électeurs de Mélenchon se sont quand même reportés sur Emmanuel Macron, il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est plus éclaté, surtout la droite et la gauche actuellement. Donc il peut penser qu'il a terminé le travail de fracturation de la droite. Donc ça, il peut le penser, parce qu'il va y avoir encore quelques républicains qui vont le rejoindre dans les jours qui viennent, à mon avis, c'est assez probable. Il n'a pas totalement terminé le travail de fracturation de la gauche, parce qu'il y a quand même un pôle à gauche du PS, oui, mais on voit que ça se reconstitue. Ce que dit Arnaud est important. Est-ce que ça voudrait dire qu'assuré sur sa droite, il a envie de foncer sur sa gauche? Et est-ce que le problème est de savoir quelle politique il veut mener. C'est ce qu'il a fait entre les deux tours. Oui, non, mais est-ce que Régis, pour aller dans la logique, il serait plutôt en se disant, de toute façon, sur ma droite, je suis protégé. Donc ce qu'il faut, c'est convaincre la gauche, c'est grignoter la gauche. Donc est-ce que ce côté la gauche, elle fait 22% tout mouillé. Alors moi je veux bien, mais elle fait pas il a aucune crainte à avoir pour le deuxième tour. Il fallait. Parce que les sondages. Je vous rappelle les sondages. Justement, qui ont été plutôt justes, c'est que les sondages de la dernière semaine avant le premier tour, ils donnaient 52-48, etc. Et il y a eu le fameux SMS de Jean-Luc Mélenchon rapporté par le Canard enchaîné, et il a même cité l'avenir en commun dans son meeting de Marseille, la France unie, Jean-Luc Mélenchon. Donc je veux dire, il avait besoin de cet électorat à ce moment-là. Je veux dire, il l'a aujourd'hui. Les législatives, attention, il va y avoir effectivement, on parle de 3 blocs, c'est pas faux. Il va y avoir, je rappelle, beaucoup d'abstentions. Il y a déjà 30% d'abstention à la présidentielle. Ça va être pire aux législatives.
12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir, avec les scores qu'il a fait lui-même sur son nom au premier tour. J'insiste, premier tour. À mon avis, il est tranquille. Régis, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant avec vous. Les débats avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. Et parlons de cet accord avec les Insoumis. Ce serait la mort du PS pour François Hollande, qui bouge encore, qui ressort, qui est toujours parmi nous, qui donne son avis. Voilà, je ne sais pas si ça porte beaucoup. Vous en pensez quoi, Régis, vous qui Voilà, elle se tourne vers moi parce qu'elle sait que je vais dire des méchancetés. Pas du tout. Elle a un mauvais fond, c'est pas Valérie. Mon genre, pas du tout. Pas du tout, je connais votre expertise sur le sujet. Alors, fais comme Macron, surprends-nous. Non. Alors bon, Hollande, allez, on va passer rapidement. Est-ce que le PS peut en mourir? Moi, je suis circonspect. Vous pensez qu'il est déjà mort? Non. Regardez le Parti communiste qui devrait être mort depuis si longtemps, qui continue à vivoter. Donc non, je pense que il y a sur le terrain, il y a des gens, ils ont des régions, ils ont encore des départements, etc. Ils ont des communes aussi. Je pense que c'est pas ainsi fait. Alors en revanche, s'il joue la carte de la soumission aux insoumis, telle que Olivier Faure a l'air de vouloir la jouer contre l'avis de Carole Delga, peut-être candidate première ministre. Tiens, on l'a une. S'il joue cette carte-là, oui, c'est sûr qu'ils vont être effacés derrière Jean-Luc Mélenchon, qui jubile, qui est euphorique d'avoir pris la première place à gauche et d'avoir pris sa revanche sur le Parti socialiste. Mais non, je pense pas qu'on puisse annoncer la mort du PS en tant que capacité à fournir une candidature à une élection présidentielle. Oui, là, je pense qu'il va avoir. Mais sur le terrain. Alors, plus mauvaise langue, Arnaud Benedetti. Il faudrait regarder le score des Insoumis dans la circonscription d'Olivier Faure. Oui. Je crois que ça nous donnera quelques indications sur l'orientation politique du PS. Proche de 40 au premier tour. Je crois qu'ils sont très hauts. Donc on comprend aujourd'hui que M. Faure pousse pour un accord avec les Insoumis. Il y a aussi cette réalité-là. Non, mais cette réalité, elle n'est pas seulement sur Olivier Faure. Elle concerne beaucoup de députés PS sortants qui vont devoir faire quand même, malgré tout, à un moment donné, avec une gauche insoumise qui est extrêmement puissante dans un certain nombre de leurs circonscriptions. Et la survie du groupe parlementaire, elle est conditionnée aussi par, à un moment donné, un accord avec les Insoumis. Alors, ils vont avoir un accord qui va être, à mon avis, à leur détriment, ça c'est clair, parce que. Mais bon, je partage un peu l'avis de Régis là-dessus, c'est que ils ont quand même encore un cartel d'élus. Ils ont un cartel d'élus dans les communes, ils ont un cartel d'élus dans les régions, dans les départements. Ça devient un peu le parti radical de la 4e République ou même du début de la 5e. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un parti sans militants, pratiquement, sans leader national, mais avec une implantation territoriale. Mais ça veut dire que ça ne sera plus un parti de gouvernement. Ça veut dire que là, on a acté le fait que le PS n'était plus en capacité de positionner dans les prochaines présidentielles un candidat, une candidate qui puisse gagner, semble-t-il. Moi, je crois que c'est une opportunité formidable pour le PS Oui, de faire un reset, un rejournament. Avec LFI. Avec LFI. Non, pas avec LFI. Non, tout à fait. Mais ils l'ont pas fait en 5 ans. Mais là, il est clair que le PS devient un parti supplétif. C'est-à-dire qu'il accepte d'être sous la coupe, les fourches codines de Jean-Luc Mélenchon. Un parti notable. Et voilà, un parti de notable. Il conserve effectivement. C'est un peu comme le MRP, on a dit. Voilà. Le parti, mais à terme, si le PS veut se redresser, enfin retrouver. Et je pense qu'il a une place quand même, malgré tout. Le discours social-démocrate a quand même encore peut-être des beaux jours devant lui. Il faut utiliser la faillite du PS pour recréer quelque chose d'autre. Oui, enfin, ils l'ont pas fait. Ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec Emmanuel Macron. Non, mais il y a deux problèmes. Parce que vous êtes territoire de progrès, des anciens PS qui vous êtes rapprochés d'Emmanuel Macron. Exactement, dans la majorité présidentielle qui rentre dans le projet de dépassement politique. Il y a deux sujets. Le premier, c'est idéologique. C'est que la social-démocratie, pendant très longtemps, depuis 1930, a fait un combat idéologique important face au marxisme. Et là, le surmoi marxiste, le PS a mis du temps à s'en dépasser. Je me rappelle, on avait des débats très très longs, notamment dans différents courants, et on a eu du mal à s'en dépasser. Aujourd'hui, il retombe complètement là-dessus. Le second, c'est la construction européenne, qui était un des marqueurs, la construction européenne et les valeurs républicaines et de laïcité
laïcité, qui ont été des marqueurs, des totems pour le Parti socialiste, ne sont plus d'actualité parce qu'aujourd'hui, et les filles, on le voit en plus dans les désignations des investitures, des candidatures qu'ils ont, c'est des indigénistes, wokistes et proches des courants de l'islam politique. Donc aujourd'hui, le PS, s'ils pensent qu'ils sont dans un niveau, ils peuvent faire un accord avec eux, c'est qu'en fait déjà tout est déjà terminé. Oui, si l'objectif c'est d'aller chercher 3-4 députés, ils auraient pu le faire directement avec des investitures directement LFI. Et je suis pas certain qu'ils auraient le même destin que le Parti communiste et le Parti radical, parce que le Parti radical et le Parti communiste, tout simplement, ils sont restés fidèles à leurs valeurs et aux idéaux qui font que localement ils avaient une certaine assise. Et je pense que même ils vont réussir à tout perdre, et les quelques communes et régions, départements qu'ils ont là-dedans. Mais bonne remarque d'un de nos auditeurs, Chris, qui dit mais le PS, il vaut mieux qu'il soit avec Macron. Le PS avec Macron, c'est normal. Il ironise évidemment. Mais le PS est plus proche des LFI ou de Macron ? De Macron, clairement. Aujourd'hui, parce que Macron, il donne un espace. Tout d'abord sur les valeurs, notamment de République et de laïcité, il y a pas photo. On a rien à faire. Ça devrait être l'électorat, il le sait. Ça devrait être la ligne rouge pour il n'y a plus de ligne rouge. C'est ça le souci d'Olivier Faure. Il a plus cette ligne rouge là. Nous on la maintient au sein de la majorité présidentielle. D'ailleurs, les électeurs qui sont sur ces lignes-là ont voté pour le président de la République. Ils sont dépassés par le mouvement qu'ils ont donné à leur orientation idéologique depuis 15 ans. C'est-à-dire que c'est eux qui se sont lancés, qui ont flatté les communautarismes, qui ont suivi la ligne Terra Nova. Aujourd'hui, la révolution dévore ses enfants, c'est un grand classique. Donc, ils sont dévorés, ils sont mécaniquement dévorés par les insoumis. Insoumis qui, je le répète, et je l'ai dit hier, mais c'est tellement choquant, met des affichettes à Villeurbanne pour appeler à l'iftar, c'est-à-dire à la rupture du jeûne dans un parc. Je veux dire, est-ce que c'est normal qu'un parti politique il y a des choses hallucinantes. Ce mélange des genres. Ça c'est incroyable, mais j'ai pas entendu cette. Non mais moi je pense que ils le faisaient en petit comité, là ils le font ouvertement en fait. Oui, ça c'est un vrai problème. Maintenant, très franchement, pour se dire que le PS, je serais militant ou même élu du PS, me retrouver dans le même parti qu'Édouard Philippe ou d'autres. Je pense qu'il y a une limite. Moi, je peux comprendre qu'il y a une partie du PS. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a une ligne du PS qui n'est pas compatible avec le macronisme. Quand vous êtes valsiste, vous vous retrouvez avec Édouard Philippe, très franchement, je ne vois pas où est le fossé idéologique. C'est pas un courant politique, c'est un courant personnel. C'est là où ça arrête. Il y en a quelques-uns de territoire de progrès qui étaient proches de Valls. Je crois d'ailleurs que le fait que ce soit François Hollande qui aujourd'hui incarne la statue du commandeur du PS, c'est quand même assez incroyable, quoi. Comme vous le disiez, Valérie, c'est un peu le cadavre politique qui sort de sa boîte et qui continue à parler. Non, mais ils ont rien fait aussi pour les garder le PS. Ils s'autoproclament. Ils s'autoproclament, oui, tout à fait. Parce que ni lui, ni Sébastien Le Foll, c'est clair, et là, il est écartelé. Et donc, que ce soit vers LFI ou Macron, mais comme LR, on en a parlé hier, comme LR, qui sont aussi en scission totale. En scission en 3, eux. Ils sont en scission en 3. Eh ben, on n'a pas le temps d'en parler. Mais on en reparlera une autre fois. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.